Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la Fondation Pernod Ricard. Merci Claire, merci beaucoup Clovis Maillet, merci beaucoup Gilles Bartholin d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de ces rencontres poésie, médium, art. Et contrairement à la règle, si l'on peut dire, que traditionnellement nous avons, de faire se rencontrer pour une première fois et pour entamer des dialogues qui quelquefois d'ailleurs se poursuivent au-delà de ces soirées. Là, cette fois-ci, c'est un autre cas de figure, pourrait-on dire, puisque Clovis Maillet et Gilles Bartholin se connaissent, puisqu'ils sont l'un et l'autre historiens-historiennes, et ils appartiennent même à l'univers un univers très précis, puisqu'ils sont médiévistes l'un et l'autre. Ils ont soutenu, réalisé des thèses auprès de cet exceptionnel médiéviste qu'est Jean-Claude Schmitt à l'EHESS, qui a contribué à renouveler les approches d'une façon et de faire émerger autour des études médiévales des nouveaux objets, en tout cas pour les béotiens que l'on peut l'être. Vu de l'extérieur, des objets comme les revenants, le sommeil, les rythmes, il me semble. Et on sait combien donc ces apports ont aussi, aux générations successives, apporté des effets, puisque, en quelque sorte, vous poursuivez dans ce renouvellement des études médiévales. Et puis, vous avez l'un et l'autre cette spécificité de non seulement mener des études et de la recherche dans ces sphères d'activité, mais de développer de longue date des activités qui relèvent de la création plastique visuelle en ce qui concerne Clovis Maillet, qui, depuis le début des années 2000, avec Louise Hervé, élabore sous la forme donc d'un binôme des formes qui travaillent plutôt d'ailleurs la narration, à partir d'ailleurs quelquefois d'éléments historiques, pour des récits décalés qui prennent souvent la forme d'installations, de films, beaucoup de performances, de conférences performées, traversant d'ailleurs à la fois le genre de la contribution universitaire, mais aussi de la visite, d'exposition. Nous en parlerons, puisque c'est le principe de ces rencontres. On rappellera aussi que Clovis Maillet, donc, en tant que médiéviste, s'était intéressé aux parentés hagiographiques à partir de Jacques de Voragine et de la légende dorée, thèse qui a d'ailleurs été éditée quelques années après avoir été soutenue auprès des éditions Brépol, si mes souvenirs sont bons. Et puis plus récemment, elle a fait paraître un livre consacré au genre fluide, aux éditions Arquet, donc de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans, si mes souvenirs sont bons. Et puis plus récemment, elle vient de faire paraître, et nous en parlerons tout à l'heure avec François Aubard, qui est le co-éditeur de ce livre, un livre lui-même écrit d'ailleurs avec Thomas Golsen, qui est historien de l'art, un livre intitulé Le Moyen-Âge émancipateur. De son côté, Gilles Bartholin, lui, est donc lui aussi, on va dire, médiéviste. Il a consacré une thèse à la culture vestimentaire dans l'espace occidental sur un très long spectre temporel, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire du début de l'ère chrétienne jusqu'au XIVe, XVe siècle. Sans doute l'esquisse aussi d'un livre en cours consacré aux vêtements. Je crois avoir entreaperçu ça, mais ce sont des travaux très long cours sur justement l'être, l'apparence, le vêtement, une histoire donc du vêtement dans l'ère occidentale avant la mondialisation. Et puis dans le cadre donc de ces activités liées à l'espace ou aux études médiévales, on lui doit de très nombreuses contributions, des articles scientifiques, des mélanges ou des études rassemblées par ses soins. Un livre tout à fait étonnant, coécrit d'ailleurs, Images et transgressions au Moyen-Âge, qui était paru il y a maintenant une douzaine d'années au PUF. Et puis, à partir de là, il a développé une enquête, pourrait-on dire, à dimension à la fois historique, historiale et anthropologique, qui se
qui se fixe sur un certain nombre d'objets et en poursuit le développement des objets comme le rapport au temps, les formes de la consommation, les images du pouvoir. Et on connaît aussi Gilles Bartholin comme un des plus précis spécialistes des études visuelles dans l'espace francophone. Il a coordonné un passionnant volume qui était paru aux Presses du Réel sur les politiques visuelles il y a quelques années. Et puis, il développe aussi un travail d'essayiste. Il a fait paraître, c'était cette année d'ailleurs, aux éditions du Dehors, un livre intitulé Le hantement du monde, zoonose et pathocène. Et puis, comme je l'ai évoqué, il mène, via la fiction, un travail de romancier. Un livre était paru il y a quelques années, 2 kg 2, aux éditions Lattès. Et on verra aussi comment tout cela se rejoint, puisque d'ailleurs dans cet essai, il y a des formes de reprise romanesques. Donc voilà, selon le principe de ces rencontres, nous allons d'abord écouter Clovis qui va traverser une partie de ces travaux, puis Gilles, et nous échangerons dans la poursuite. Merci beaucoup Jérôme, merci d'avoir organisé cette rencontre et puis merci à la Fondation de nous accueillir. Alors je pensais commencer cette petite présentation qui est un peu une traversée, peut-être en parlant de choses qui se sont passées ici, pas ici directement mais dans la Fondation, puisque les premières fois où j'ai pu intervenir dans ce cadre, c'était effectivement dans le duo que j'ai fondé avec Louise Hervé, qui a été fondée en 2000, donc il y a déjà un petit moment. Et donc Louise, que vous voyez à l'écran, m'a accompagnée depuis une vingtaine d'années pour différents projets. Et un des premiers effectivement produits qu'on a fait, qui synthétisait plusieurs années de recherche et de performance, c'est un livre qui s'appelle Attraction étrange, dont j'ai vu qu'il était à la librairie ici, qui est en fait un recueil de nouvelles. Déjà, on nous avait demandé de faire un catalogue d'expositions, et plutôt que de faire ce catalogue d'expositions, on est allé voir des écrivaines, des écrivains, des poètes, et on leur a présenté notre travail, et on leur a demandé d'écrire à partir de ce travail-là. Et donc, dans Attraction étrange, qui emprunte son titre à une forme mathématique, qui est celui de l'attracteur étrange, et qui tente un petit peu de réfléchir à la manière dont des découvertes scientifiques se font dans un univers émotionnel parfois, parce qu'il y a eu un événement intime, personnel, qui a pu en fait influer sur des découvertes scientifiques. Eh bien, il y a Céline Minard qui a écrit un très beau texte dans ce livre, Emmanuel Pierrer et Stéphane Bérard qui a écrit une sorte d'épopée poétique à partir des documents qu'on lui avait donnés. Et nous-mêmes, nous avions écrit un roman feuilleton qui s'appelait Attraction étrange et qui était d'abord paru dans la presse locale, puisque c'est dans le cadre d'une exposition qui se passait en Lorraine. Et donc le principe de l'exposition, c'était que il y avait des assemblages d'œuvres qu'on avait récupérées dans les réserves des collections des musées locaux, notamment le musée de Bar-le-Duc, le musée du Sel à Marsal, des endroits un petit peu où on ne va pas forcément. Et on avait été voir les objets qu'eux-mêmes ne montraient pas. Et on avait récupéré les objets de ces réserves qu'on avait organisés dans l'exposition. Et à partir de ces objets-là, on avait nous-mêmes écrit un roman feuilleton qui paraissait toutes les semaines pendant tout le temps de l'exposition, donc 10 semaines, 10 épisodes, dans le journal local, le Républicain Lorrain, qui avait eu la gentillesse d'accueillir ces choses-là. Et donc, dans l'exposition, on pouvait revenir chaque semaine et lire la nouvelle. Et il y avait un dispositif qui permettait simplement d'étaler les journaux au fil de leur publication, avec ces 10 emplacements pour les 10 journaux. Donc ça, c'était un peu le projet qui a donné Attraction étrange. Puis on a écrit un autre livre. Donc je vous montre le livre parce que c'est le plus simple, mais c'est un film, une série de performances et donc un livre qui résume tout cela, qui s'appelle Spectacle sans objet, d'après une citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Qu'est-ce que doit être un véritable spectacle ? C'est un spectacle sans objet ». Et c'est une
là, c'est un projet sur lequel on travaille depuis assez longtemps, qui est une sorte d'histoire alternative de la performance artistique. Cette forme de la performance, donc peut-être encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle définit, en quoi est-ce qu'elle est contenue. Notre idée, c'était un peu d'étendre le spectre et d'aller regarder dans le passé. Donc là, ça commence au XVIIe siècle, à l'époque où le théâtre a été interdit en Angleterre, qui était juste après Shakespeare. On a fermé tous les théâtres. Et il y a des formes de spectacles alternatifs qui se sont passées, parfois sur les marchés, parfois dans les bars, et dont on a discuté avec des historiens qui disaient que peut-être il y avait effectivement quelque chose qui était à mettre dans la généalogie de la performance à cet endroit-là. Un deuxième moment qui est celui de la Révolution française, et juste après la Révolution française, les fêtes révolutionnaires, qui étaient le spectacle de la République, le véritable spectacle démocratique, celui dans lequel il n'y avait plus ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la différence entre des gens qui écoutent et des gens qui participent, mais dans lequel tout le monde participait en même temps au projet. On était acteurs, actrices et spectateurs, spectatrices. Et puis, un troisième moment, qui est celui des mouvements socialistes radicaux du début du XIXe siècle, en particulier les Saint-Simoniens, qui essayaient de construire un monde du futur, un monde utopique. Et la première génération des Saint-Simoniens, qui sont souvent pas ceux qu'on connaît par la suite, eh bien, ils faisaient des sortes de performances dans leur jardin, dans lequel ils mettaient en scène le monde du futur. Le monde dans lequel il n'y aurait plus de maîtres, plus de serviteurs, dans lequel l'égalité serait parfaite entre les hommes et les femmes et la répartition des tâches ménagères serait enfin accomplie. Et c'était en 1830 et c'était des performances qui anticipaient l'avenir, un avenir égalitaire. Et enfin, je vous montre ce troisième livre qui finalement rejoint le premier. Vous voyez, sur le premier livre qu'on avait fait ensemble, il y avait un iguane, et le troisième qu'on a écrit ensemble s'appelle l'iguane. Donc on a retrouvé ce reptile qui accompagne depuis des années. Et l'iguane, c'est un autre projet de recherche qui a duré pas mal d'années, qui a commencé de manière subreptice avec la rencontre d'un iguane dans un bar à Dunkerque. Je ne savais pas pourquoi il y avait un iguane dans ce bar à Dunkerque. Et alors qu'on faisait une enquête sur les mouvements spirites dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la manière dont, dans le monde socialiste, dans le monde ouvrier, eh bien, il y avait une éducation populaire qui se faisait par le spiritisme. Et on a enquêté pendant quelques temps sur ces questions-là et sur comment le spiritisme ou les mouvements spirituels, parce qu'ils n'étaient pas tous complètement affiliés au spiritisme à proprement parler, avaient pu constituer une forme d'utopie sociale aussi. Et là, je montre pour le clin d'œil une partie qui s'est passée à Sofia, en Bulgarie, grâce aussi à la contribution de Pernod Ricard, et qui était une des étapes qui était très intéressante à faire, puisqu'elle s'est passée à Sofia, en dialogue avec des gens avec qui on a pu réfléchir aussi à ce que ça avait été que l'utopie sociale avant et après le bloc de l'Est. Et donc la performance a été faite, on parlait de ces utopies sociales occidentales en bulgare, avec un performeur bulgare qui nous a beaucoup aidé pour cela. Et en bas, ça a été c'était pour le prix Ricard en 2012, dans lequel on avait présenté un film qui s'appelle Le mur qui saigne, qui est un film d'horreur sur les arts décoratifs et comment est-ce que les arts décoratifs peuvent mener à des scènes terribles. Et le principe de ce film, c'est que c'est un film d'horreur qui dure 3 minutes seulement, qui est pourtant très effrayant, et qui doit toujours être présenté avec des éléments de mobilier décoratif qui doivent être prêtés. Et en l'occurrence, donc on était à l'ancienne Fondation Ricard, et donc il y avait des hôtels de luxe dans le quartier, et c'était un hôtel de luxe qui nous avait prêté ses rideaux pour pouvoir effectivement se mettre dans cette ambiance terrifiante que peuvent être le surplus de textiles décoratifs luxueux. Et donc,
ce deuxième chapitre de mon travail que là j'ai fait seule, et ça a été des recherches effectivement dont Jérôme a parlé en histoire médiévale, que voilà, j'ai commencé depuis un certain temps. Donc ce livre, La parenté hagiographique, qui a été le produit de ma thèse, je regardais sur la pile, et je ne vous ai pas amené mon livre, mais oui, c'est des livres qui n'ont pas du tout le même format et la même chose, puisque la parenté hagiographique, ça a été édité chez Brepols. C'est véritablement un livre universitaire qui est assez lourd et pesant, mais qui est sur les mêmes rayonnages que Saint-Augustin ou ce type d'auteur. Et ensuite, après ma thèse, j'ai commencé à faire un projet qui continue encore, en fait, qui a été le fait de construire un petit peu l'histoire des transidentités sur la longue durée. Et j'ai commencé cela grâce à l'opportunité d'avoir un séjour de recherche au musée du Quai Branly il y a quelques années. Et après ce temps passé, parce qu'il a fallu du temps en fait pour pouvoir regrouper des sources qui étaient parfois très connues, d'autres peu connues, j'ai proposé ce livre-là qui est sorti l'année dernière, juste avant le deuxième confinement, qui s'appelle Les genres fluides, et qui fait une histoire à rebours, qui part des réappropriations queer de Jeanne d'Arc, qui sont passées à partir des années 2010 en France, mais en fait plutôt dans les années 90 aux États-Unis, sans doute parce qu'aux États-Unis, Jeanne d'Arc était beaucoup moins vue comme une héroïne nationale, mais aussi regardée pour les questions de genre qu'elle pouvait poser. Qu'est-ce que ça voulait dire, effectivement, que d'avoir un personnage qui était aussi populaire, parce qu'elle est très populaire à ce moment-là, et qui, presque toute sa vie, donc, a porté des vêtements masculins. Et puis en partant de là, je suis remontée en fait dans le temps en regardant le procès de Jeanne d'Arc, le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, au moment où on a essayé de lever les raisons pour lesquelles elle avait été condamnée. Et j'ai découvert que dans le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, l'argument principal qui est donné, c'est qu'il y avait un antécédent dans la géographie, c'est-à-dire dans les vies de saints. C'est que deux personnages saints sont cités dans ce procès de réhabilitation. C'est Sainte Eugénie et Sainte Marine, qui sont des saintes de l'Antiquité tardive du début du Moyen-Âge, qui ont passé soit une partie de sa vie pour l'une, soit toute sa vie sous une identité sociale masculine, tout en étant née, assignée fille. Et à partir de cela, un peu, j'ai mené l'enquête pour voir comment étaient perçus, en essayant d'aller le plus précisément possible dans les sources, ces parcours de vie dans lesquels les gens faisaient des transitions de genre au Moyen-Âge, et essayer d'en tirer un petit peu des conséquences sur la manière dont on pense le genre, et puis essayer de réfléchir aussi comment est-ce que voilà quelque chose qui paraît pour certains et pour certaines aussi évident ou aussi naturel que les questions des assignations de genre, eh bien on pouvait en détail aller voir comment est-ce que ça a varié historiquement. Et puis j'ai mis quelques autres exemples d'articles que j'ai fait autour de ça. Je vous donne l'avancée de ce projet-là, puisque c'est très récent, c'était la semaine dernière. Il y a eu un colloque qui s'est passé à la Sorbonne, donc j'en sors tout juste. C'était une organisation un petit peu complexe qui s'appelait Archéologie des transidentités. Et je vais passer un petit peu plus vite à la dernière partie. Donc je voulais vous parler quand même de ce projet de recherche qui s'est fait, qui a été un peu mon projet de confinement, puisqu'on a pu le faire aussi comme ça, où il a pris cette forme-là aussi, parce que ça s'est passé pendant le confinement. Ça a été un projet qui venait de cette situation particulière dans laquelle je suis, qui est que je suis médiéviste, mais que j'enseigne dans une école d'art. Et que pendant longtemps, pendant je pense les 2 premières années, je parlais un tout petit peu du Moyen-Âge au cours de première année, et que petit à petit, j'en ai parlé de plus en plus parce qu'on m'a posé de plus en plus de questions. Et finalement, j'ai un peu retourné le problème, c'est-à-dire que je suis allée voir les étudiants et je leur ai demandé pourquoi est-ce que ça les intéressait le Moyen-Âge, pourquoi est-ce qu'ils avaient autant de questions à me poser là-dessus. Et je me suis dit qu'il fallait aussi accompagner ça, mais en partant des questions que ces vingtenaires, souvent des vingtenaires, se posaient sur le Moyen-Âge.
Et donc, j'ai dit qu'ils allaient rencontrer des artistes, qu'ils allaient rencontrer des chercheurs. Donc, au début, je voulais tous les faire venir. Et c'était le confinement, donc ça a fini par être une sorte de chaîne de vidéos, d'entretien qu'on a appelée Witch TV, et donc qui est toujours disponible aujourd'hui puisqu'elle a été diffusée en ligne, qui sont donc des entretiens avec des chercheurs, des médiévistes, des philosophes, et à chaque fois un artiste et un scientifique qui parlent un petit peu de la longue histoire de la réappropriation des sorcières, et puis de comment est-ce qu'on a construit une sorte de Moyen-Âge féministe. Et la deuxième partie, c'est ce dont on vous parlera tout à l'heure, c'est ce livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Un Moyen-Âge émancipateur, qui a été donc écrit à partir des entretiens que l'on a fait avec des artistes, et aussi à partir d'un questionnaire qui a amené presque 300 réponses d'étudiants et d'étudiantes des écoles supérieures d'art qui nous ont parlé du Moyen-Âge, et qui nous ont parlé en fait d'un Moyen-Âge que moi je connaissais pas, que je découvrais aussi avec eux, de la manière dont leur imaginaire s'était construit, et dont on en est venu à conclure d'une certaine façon que, en tout cas l'hypothèse qu'on défend un petit peu dans ce livre, c'est que un des arguments de cet intérêt particulièrement frappant aujourd'hui chez ces gens qui sont loin d'être des réactionnaires nationalistes qui veulent un retour à la féodalité, mais qui sont plutôt, disons, situés à gauche de l'échiquier politique, à la recherche de remèdes contre le capitalisme, eh bien, c'est peut-être aussi d'aller voir avant l'avènement de ce capitalisme généralisé, pour voir comment est-ce qu'on vivait avant, quelle était la place des hommes, des femmes, des personnes trans aussi, dans ce monde qui n'était pas celui que nous connaissons. Merci beaucoup Clovis. Nous allons passer la parole à Gilles pour qu'il déploie quelques éléments de son travail. Bonsoir plutôt. À toutes et à tous. Alors, je me suis plié un petit peu à une sorte de spéculation, une fiction spéculative autour de mes travaux, puisque c'était un peu l'idée. Alors, c'est très très compliqué de mettre en cohérence. On nous le demande souvent comme universitaire. Alors voilà, c'est plutôt, il faut le prendre sous une forme très très ludique. En septembre 2019, je publie un roman qui s'appelle 2 kg 2, qui traite de la question animale, mais qui est essentiellement un roman. Donc merci. Un roman qui se passe dans les Hauts-de-Fagne, donc c'est en Belgique, entre l'Allemagne et le Luxembourg. Et c'est un jeune vétérinaire qui doit mener un contrôle dans une exploitation avicole. Et évidemment, il est pas tellement le bienvenu. Et c'est au moment où survient une tempête de neige. Donc il est coincé dans cette situation-là. Dans ce roman, donc... qui est un petit peu épais parce que, indépendamment du fait qu'il y a une narration, je me suis moi-même confronté à un terrain, c'est-à-dire quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà commencé à écrire, j'avais pas la raison sociale du personnage, je ne voulais pas un policier pour pas en faire un genre, et donc je me suis demandé que pouvait faire ce jeune homme, enfin une trentaine d'années, au fin fond des Hauts-de-Fagne. Et il se trouve que probablement par peut-être l'air du temps, je me suis dit peut-être un inspecteur vétérinaire, un inspecteur sanitaire. Et donc j'ai contacté le ministère, j'ai été très très bien reçu, et puis du ministère de fil en aiguille vers les fédérations agricoles, et puis dans les fermes, et puis jusqu'aux ouvriers d'abattoirs, enfin tout l'ensemble du système, de la chaîne, de la filière, essentiellement la filière avicole, donc les poulets. Et pour ainsi dire, j'ai été pris par le terrain. Alors évidemment, on peut avoir une certaine appétence ethnographique, mais j'ai été réellement pris par le terrain, de sorte que quand je suis revenu à la maison, c'était plus possible d'en faire un décor. Parce qu'évidemment, moi, l'idée, c'était simplement, quand vous faites un roman qui se passe dans un sous-marin, vous allez visiter un sous-marin, mais ça s'arrête là. Vous ne faites pas l'histoire du sous-marin, ni d'autre chose. Mais là, je ne pouvais plus en faire un décor. Le personnage ne pouvait plus traverser l'ensemble des autres personnages, et même de la région de la même façon. Donc ça a transformé la vie de ce personnage. Ça m'a transformé aussi, évidemment, parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, ce que j'ai vu, m'a confronté à une situation très particulière.
Alors, il se trouve que les poulets, évidemment, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est l'espèce de déconnexion dans laquelle on se trouve, dans laquelle on vit par rapport à notre alimentation, puisque ça, ce sont des plumes de poulet, en réalité, il faudrait dire de coq ou de poule, qui est un oiseau des sous-bois du sous-continent indien, qui est un très bel oiseau. Et évidemment, on n'a plus aucune relation de ce type avec ces oiseaux que l'on voit dans les élevages comme des océans de volailles. Et donc j'avais l'envie de remettre en quelque sorte la nuit avec le jour, les choses qui nous semblent très très habituelles et qui pourtant relèvent d'une construction historique. Et il se trouve que lorsque j'allais voir les éleveurs, ils me parlaient beaucoup de leur métier, mais sur le mode des normes, sur le mode d'un abattement administratif généralisé. Ils me parlaient de l'Europe, de la mondialisation, etc. Et surtout de l'espèce de hantise ou de hantement qu'ils avaient à l'égard d'un certain nombre de pathogènes, des mesures biosécuritaires qui se manifestaient par exemple dans la nécessité de porter des masques, des salopettes jetables, des marquages au sol ou sous le mode plus marqué d'une séparation entre le monde des humains et le monde des non-humains. Et donc on avait une situation très particulière pour moi et qui s'est révélée en quelque sorte lorsqu'en mars 2020, l'ensemble du monde a été pris dans le quotidien de ces éleveurs. C'est-à-dire que j'avais développé forcément une forme de familiarité avec ce monde de la biosécurité, avec ce monde de l'impuissance à agir face à une situation. Donc il y avait une forme de mondialisation, en quelque sorte, du petit terrain local que j'avais mené auprès de quelques éleveurs. Et donc, encouragé par diverses sollicitations, et notamment par Frédéric Keck, qui est ici dans la salle, je me suis mis à écrire un certain nombre de petits textes qui, au bout du compte, après quelques mois, s'est transformé en un livre et qui est paru aux éditions Dehors, donc en mars 2021. Où évidemment, il s'agit pour moi on ne peut pas rentrer dans les détails des termes, mais de zoonoses, de pathocènes, en fait, ce qu'on peut appeler aussi des pathologies environnementales, un univers de maladies systémiques, qui est d'ailleurs reconnu par le législateur européen comme systémique, et donc des situations non réversibles par rapport à l'environnement, par rapport à notre rapport au monde de façon générale. Je passe rapidement pour avoir le temps de discuter. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, c'était le genre de l'essai. Comme universitaire, on est un petit peu moins habitué. Il y a des exigences, en tout cas des exigences sur le format, sur des normes d'expressivité de la science. Alors, je ne veux pas dire que l'essai est moins rigoureux, au contraire, ça nécessite d'autres façons d'aborder la rigueur. Et on a profité avec Manuel Charpy d'une proposition de publication d'un livre. Initialement, on avait dû faire pour une histoire mondiale en anglais, pour une histoire mondiale des techniques du 19e au 21e siècle, on avait dû écrire en 80 000 signes un chapitre sur les objets quotidiens, les objets techniques quotidiens. Évidemment, là, c'était impossible à faire. Et quand on a eu cette possibilité de faire un petit ouvrage, on s'est lancé dans l'écriture très rapide. Il a été écrit en juin, il a été corrigé en juillet, il a été imprimé en août et il est sorti au mois de septembre. Donc le genre aussi de l'essai, c'est un genre très particulier qu'il faut découvrir et qui consiste à dire que non seulement il y a des savoirs situés, mais il y a aussi des savoirs affectés. Et compte tenu du fait que Le Hantement du Monde est quand même une reprise à travers un certain nombre d'éléments factuels d'une expérience personnelle, il y a une façon d'écrire un essai qui, évidemment, pour moi, se distinguait des travaux plus classiques que l'on peut et que l'on doit mener dans le champ de l'histoire, de l'anthropologie ou de la sociologie. Voilà deux petites
images, parce que on s'intéresse aux objets, on essaie de mettre en intrigue ces objets, notamment le grille-pain et la façon dont on a été mis à distance de la technique par le fait que l'ensemble des objets se sont mis à escamoter la technique par des carrosseries, par de l'embellissement, de sorte que ça devient quasiment des objets comme incréés. Non seulement on ne sait pas comment on les produit, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, parce que tout ça est invisibilisé, les déchets notamment, mais en l'occurrence, au moment de l'usage même, on ne sait pas comment ils fonctionnent, mais ça marche, et on les utilise. Or, utiliser quelque chose sans savoir comment ça fonctionne, c'est en quelque sorte une définition de la magie. Évidemment, il y a un prix à payer, et on travaille sur le prix à payer. Et on développe à travers les objets techniques 3 axes. La question du genre, qui est très importante. L'électroménager, c'est un mot des années 1930, en français. On travaille sur les rapports ville-campagne. Évidemment, ces 2 dernières années, en tout cas, la question de la campagne s'est rejouée, et donc de la modernisation qui s'est passée dans la seconde moitié du XXe siècle, et puis la mondialisation, parce que les objets techniques, ce sont aussi des grands pourvoyeurs de domination, notamment la machine à coudre, et on connaît évidemment le paradoxe consistant à dire qu'on peut s'emparer finalement des objets techniques des autres pour soi-même développer des formes de contre-culture, des formes de résistance. Évidemment, on pense à la machine à coudre Singer et à Gandhi. Et enfin, il était important pour nous de faire une sorte d'histoire réflexive des techniques, c'est-à-dire que si on peut écrire un petit livre de ce type, qui parle des objets, qui parle du quotidien, qui parle de l'infraordinaire, c'est parce qu'il y a aussi une histoire des sciences sociales et de l'histoire. Et donc là, on a un exemple très particulier. Avant même que les historiens s'intéressent à tous ces objets techniques, à la routine en quelque sorte de nos vies ordinaires, eh bien en 1959, Nixon, qui est alors vice-président, et Khrouchtchev, c'est l'exposition américaine à Moscou, et Nixon s'arrête devant la cuisine modèle américaine, et là il dit, voilà, c'est ça la liberté, c'est la possibilité qu'a la femme non seulement de choisir son électroménager, mais de choisir la marque de son électroménager. Alors, évidemment, comme vous voyez, indépendamment du fait que je suis médiéviste, finalement, il y avait pas mal d'enquêtes, notamment dans le petit livre, là, L'étrange et folle aventure du grille-pain, etc. C'est aussi une histoire sur l'embarras des choses, sur l'impossibilité que l'on a à les trier. Donc on a fait un certain nombre d'enquêtes sur la souffrance que l'on éprouve à l'égard d'espaces domestiques complètement saturés d'objets. Il y a une réplétion totale de toute la chaîne de la consommation. Et donc, de fil en aiguille, je reviens à une situation qui, moi, m'a ouvert en tant que médiéviste au terrain, à savoir ce que j'ai intitulé pour l'instant, mais je vais essayer de boucler ce livre dans les 12 ou 16 prochains mois, l'irrésistible phosphorescence de la Vierge de Jalais, et qui est un petit terrain. Tous les petits terrains peuvent développer une profondeur ahurissante, et c'est un petit peu le cas que j'ai vécu à partir de 2014. Une petite statuette d'une vingtaine de centimètres en plate se met à s'illuminer dans la cuisine des propriétaires qui l'ont depuis 15 ans. Alors ici, elle est éclairée au département de physique des matériaux de l'Université de Liège, parce qu'elle a subi toute une archéométrie, parce qu'à partir de 2014, un grand nombre de miracles entourent cette statuette. Un nombre de personnes très importantes viennent la visiter. Et à un moment, la difficulté, évidemment, pour l'évêque de Liège et pour les autorités, consiste à dire qu'il faudrait voir si c'est une supercherie ou pas. Et donc, elle est emmenée à l'université de Liège, où simplement les scientifiques, les physiciens, constatent simplement que c'est un enduit de sulfure de zinc, donc de wursite, mais ça n'enlève rien au problème, qui consiste à dire qu'il y a d'une part une construction d'un régime de vérité scientifique, où les universitaires vont dire
c'est un bête phénomène, comme on peut avoir les aiguilles de notre montre ou les étoiles dans les chambres des enfants. Et puis, un régime de vérité qui est fondé sur la foi et qui consiste à dire que ça n'explique pas, cet enduit n'explique pas pourquoi elle ne s'est pas illuminée avant, ça n'explique pas pourquoi certains ressentent une chaleur, ça n'explique pas pourquoi elle est plus intense pour certains et que d'autres ne la voient pas dans l'obscurité, etc., etc. Et ce terrain-là, évidemment, m'emmène, retour comme historien, m'emmène dans les archives de Banneux, puisque c'est une petite statuette qui a été... C'est un sous-produit de pèlerinage, hein, c'est une petite statuette qui a été produite dans les années 30 à la suite d'apparition de la Vierge à une enfant qui s'appelle Marie Bécaud, à Banneux, à une vingtaine de kilomètres justement de Jalais, où cette petite statuette maintenant a fait grand bruit, mais maintenant elle est installée dans une église. Et d'ailleurs, au moment où elle a été installée dans une église, quelques mois après, elle a volé la vedette au Christ parce que le Christ du XVIIIe siècle était pendu et tombé. Donc voilà. Donc c'est une histoire. On a l'impression d'être vraiment Enfin, il paraît que c'est grâce à la Vierge que j'ai pu devenir justement un petit peu ethnologue. En tout cas, c'est la blague que me retournent à chaque fois les gens de Jalais. Et donc finalement, voilà, il se trouve que je vous ai dit que le roman de Kilo 2 se déroulait dans les Hauts-de-Fagne. Il n'y a pas de grands élevages de poulets dans les Hauts-de-Fagne, mais du fait de ce terrain, j'avais été impressionné par l'atmosphère, par cette espèce de... Alors il faut peut-être dire que la Belgique, c'est le seul pays qui a pour sommet un marais, et donc une situation marécageuse avec des forêts de pins, dans des situations où il y avait de la neige, du brouillard, où moi je circulais des jours et des jours en voiture à travers les villages pour pouvoir enquêter. Et bien finalement, ça avait constitué un décor un peu envoûtant de ce roman. Alors quel est évidemment le chaînon manquant ? Eh bien le chaînon manquant peut-être, c'est justement, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, un livre qui est paru et qui a été écrit à plusieurs, un livre qui est paru en 2008, donc avant que nous ayons fini nos thèses respectivement, parce qu'on y parle d'animaux, on y parle de transgression, on y parle aussi évidemment d'images. Et puis ça s'est poursuivi avec d'autres travaux. Et ce que je voudrais dire simplement pour en terminer, c'est que autant Clovis a dit que son travail avait, en tout cas la manière dont tu l'as formulé, avait commencé collectivement et puis avec des projets individuels. Ici, on voit comment un roman, qui est quand même une activité d'écriture assez solitaire, finit par, en tout cas dans le récit que j'en fais, par me donner l'opportunité de dire que essentiellement les travaux menés sont des travaux quasiment toujours collectifs, soit parce qu'en effet on organise des colloques et on essaye de penser ensemble un problème qui ensuite peut, dans le meilleur des cas, donner lieu à un ouvrage ou à une exposition. Ou alors on écrit vraiment à plusieurs mains, et c'est ce que j'ai fait avec Le Grille-Pain, ou c'est ce qu'on avait fait déjà dans les années 2006-2008 pour ce petit ouvrage. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles. Après ces très passionnantes présentations, nous allons dialoguer tous les trois. Et peut-être ma première question serait pour Clovis, qui donc a d'abord été qui a mené de front. Et je me demandais si c'est le travail d'enquête, le travail s'il était similaire, même si les finalités sont très différentes par les objets, les implications. Quand on travaille avec des documents et qu'on se dit qu'on va travailler pour une thèse ou pour un livre, et puis pour des objets tels que vous les fabriquez toutes les deux, avec Louise Hervé. Alors, pour moi, c'est la méthode de travail, en fait, que j'ai un peu importée des sciences sociales à l'art, qui étaient des méthodes d'enquête, de retourner voir des sources et d'essayer de trouver, enfin, avec toujours l'idée que si on allait voir des sources un peu inédites, on allait avoir des meilleures idées, parce que c'était des choses qui étaient plus nouvelles. Et par contre, ce qui est très différent, effectivement, dans mon cas, c'est que... en tout cas, la méthode de travail, ça a été que
quand il y a suffisamment de matériaux pour en faire, voilà, quand on peut faire un travail historique, quand la meilleure chose à faire est de faire un travail historique, j'essaye d'en faire un travail historique. Et quand en fait les sources sont vraiment trop partielles, il n'y a presque rien, eh bien, j'ai l'impression que c'est mieux rendre justice en fait à ces sources que d'en faire un travail artistique dans lequel on peut complètement inventer des choses qui n'existent pas, ou les lacunes qu'il y a dans les sources. Étant donné que le travail que je faisais avec Louise, c'était aussi beaucoup de faire des... Enfin, c'est toujours, hein, là on travaille sur cette enquête un petit peu spécifique dont je pourrais reparler après, qui est vraiment des performeurs des années 1800, une enquête un peu historique mais qui est un peu futuriste aussi. C'est des artistes des années 1800 qui étaient des élèves de David et qui ont claqué la porte de l'atelier de David, qui étaient des révolutionnaires radicaux et qui voulaient... Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu des pré-Fluxus, quoi, qui voulaient faire de l'anti-art à leur époque et qui sont allés donc décider de faire de l'art dans la rue donc dans les années 1800. Sauf que, voilà, pour donner cet exemple, pour l'histoire de l'art, ça n'a pas donné grand-chose parce que, en fait, du coup... ils ont un peu disparu de l'histoire de l'art parce que l'art qu'on faisait à leur époque, on n'arrivait pas à le conserver sur cette forme-là. Oui, il n'y a pas de traces tellement, ou il y a des récits, il y a quand même quelques peintures et elles sont au Louvre, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a une peinture en tout cas qui est vraiment de cette époque-là et qui est au Louvre dans la salle des David. Donc elle est juste à côté des Sabines de David parce que ces artistes ont travaillé sur les Sabines de David et elle est juste entre les Sabines et le couronnement de Napoléon. Sauf que du coup, on a l'impression que c'est un peu la même histoire qui se joue là dans l'histoire de l'art, alors qu'en fait, il y a eu une énorme rupture entre les deux. Et le tableau, ça a été le tableau de la rupture, c'est la calomnie d'appel. Et donc, en fait, c'est à travers la mythologie, ces artistes qui expliquent comment est-ce qu'ils ont rompu avec leur maître et puis comment ils ont aussi trouvé le moment où David s'est passionné pour Napoléon. C'était la fin des haricots. Et donc, eux ont décidé d'aller faire des performances et d'aller faire des choses dans la rue. Sauf que, bon, l'histoire de l'art les a remis à cet endroit-là. Ils sont restés à cet endroit-là. Et avec les outils de l'histoire de l'art, il y a des travaux quand même qui ont été faits. Enfin, on travaille avec une chercheuse qui a travaillé là-dessus. Mais il n'y a pas assez d'éléments pour les faire rentrer dans l'histoire de l'art. Donc nous, on s'est dit que par contre, c'était un matériau pour en faire des projets de performance. Et donc, notre idée, c'est de faire une sorte... comme ça, je fais passer l'annonce, hein, si vous connaissez des gens qui travaillent au Louvre et qui veulent aller dans ce projet-là, c'est de ramener ces tableaux-là, les sortir un peu de ces murs rouges là, de la salle du Louvre, ramener ces tableaux-là et les mettre en dialogue avec un art vraiment vivant et avec de l'anti-art et un côté révolutionnaire. Et donc là, proposer tout un tas de choses qui nous semblent être dans la filiation de cela, mais qu'on n'arrive pas à saisir à l'époque où ils l'ont fait. Donc ça permet de faire de la prospective, de se projeter dans l'avenir et c'est un petit peu comme ça que notre travail avec Louise se fait, en se disant qu'on mène des hypothèses sur le passé comme on mène des hypothèses comme on écrit de la science-fiction en fait. On fait des hypothèses à partir d'un certain nombre de données et on peut se donner beaucoup de liberté, mais en même temps voilà, d'essayer d'argumenter par rapport à des choses, même quand on n'a pas assez de sources. Mais pour moi, la méthode a quand même beaucoup de liens. Je me tourne vers Gilles, c'est cette pratique de l'hypothèse, de l'extrapolation. On a vu comment très finement tout circulait, tout revenait. Quand on fait un travail de type voilà, plus classique, académique, la force de la création des concepts, est-ce que c'est un levier qui est comparable à celui de la fiction ? En tant qu'historien, on est très mal placé pour s'emparer de concepts ou de notions clés. C'est-à-dire qu'on ne va pas, en général, c'est relativement déprécié de se saisir d'un mot ou d'un terme pour en faire une sorte d'icône intellectuelle et de pouvoir entourer l'ensemble d'une proposition autour du mot, d'un mot. Ce que j'ai fait justement avec le pathocène. Et d'ailleurs, j'ai dû un peu contrecarrer ma façon de travailler en général parce que le mot apparaissait, le livre était quasiment terminé, et le mot apparaissait une ou deux fois, je crois, dans le livre. Et à l'été,
où à la fin de l'été, je me suis dit non, il faut que je thématise en quelque sorte. Donc il y a un chapitre consacré à ce pathocène, et ça a permis, en effet, alors sur un mode plus classique, je crois que l'écriture est un petit peu différente, quoique on essaie de rassembler les deux. J'ai pu alors faire quelque chose que j'avais effectivement jamais fait, ou il y a d'autres cas où je suis jamais en quelque sorte passé à l'acte dans les travaux d'historien. Mais je crois que c'était une façon, à l'échelle de l'essai, c'est une façon de rendre visible quelque chose, de lui donner en quelque sorte une pointe visible, ce qui n'est pas le cas en général dans nos travaux. On travaille par... en tout cas, on ne peut pas parler d'école, mais la tradition intellectuelle ou de pensée dans laquelle on a été formé, Clovis et moi, donc l'école des études en sciences sociales, le groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, donc ce laboratoire fondé par Jacques Le Goff, ensuite repris par Jean-Claude Schmitt, etc. Un certain nombre de chercheurs. De manière générale, on travaille à partir de problèmes. Et quand tu évoquais l'idée qu'il y a des objets d'histoire qui apparaissent, et on les travaille sur des problèmes. Et alors ce serait ça, en quelque sorte, le chaînon intermédiaire entre le récit ou la mise en intrigue à travers un concept, un travail par problème, et puis la monographie classique, dans laquelle moi je me suis engagé justement avec Jallet, et qui, encore une fois, une autre manière de penser, de circonvolutionner autour d'un sujet, et d'en faire le tour, et à un moment de se rendre compte que finalement, ce phénomène qui semble inouï dans un monde très contemporain, eh bien, est comme un sucre qui se dissout dans le café culturel de la région. Donc c'est vraiment trois façons de penser des objets d'écriture. Mais pour lequel tu avances aussi un autre concept et un terme incroyable de perturbographie aussi, non ? Ah oui, c'est vrai qu'un sous-titre que j'avais donné, essai de perturbographie. Alors, en fait, c'est le trésorier de la fabrique d'église, qui donc est au centre de l'enquête, est ingénieur. Et il m'a appris que son précédent métier, en tout cas ce qu'il faisait en parallèle de s'occuper des églises de la commune, c'était la perturbographie, c'est-à-dire d'implanter sur des chaînes de production électronique des éléments d'alarme, de dysfonctionnements locaux qui permettent de prévenir des problèmes. Et donc la perturbographie, c'est en quelque sorte la science, ou en tout cas la description de ces moments où quelque chose va mal et révèle l'ensemble du système à lui-même. Et en réalité, c'est vraiment l'idée d'une controverse. Ici, je suis dans le cas d'une controverse où soudain, des choses qui sont invisibles à la société, les valeurs sur lesquelles se fonde la société, soudain, les gens s'expriment et pour la première fois, souvent, verbalisent les choses auxquels ils tiennent plus qu'à d'autres. Et donc vous avez des rangements d'opinion entre la croyance, la foi, la science, la raison, le complot, etc. etc. Et c'est très étonnant de voir à quel point à ce moment-là, il y a toute une gamme de positionnements. Et évidemment, quand se passe quelque chose comme ça, donc de cette petite vierge, il se passe réellement quelque chose dans la vie des gens. Ça les transforme. Et si je peux, je voulais rebondir un peu sur cette question de la formation que tu évoquais, parce que donc, moi, dans mon parcours, je viens vraiment de l'art contemporain, je pense, au départ, et c'était ça qui m'intéressait. Et puis c'était aussi la performance, l'art conceptuel, des formes d'art très dématérialisées. On pourrait discuter un peu du terme. Et c'était une sorte d'accident de parcours total que j'arrive dans le Moyen-Âge. Et je me souviens qu'un des jalons importants, effectivement, ça a été la découverte de livres de Jean-Claude Schmitt et d'un livre en particulier, La raison des gestes dans l'Occident médiéval, et qui m'a fait découvrir... Ça a donné des corps à ces gens du Moyen-Âge. Et là, j'ai découvert aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire. On pouvait faire de l'histoire des gestes. Ça me semblait quelque chose de complètement incroyable sur une époque sur laquelle on n'a aucun témoignage, une culture orale. On ne sait pas exactement comment les gens effectivement agissaient les uns avec les autres. Et je me souviens d'avoir lu ce livre au tout début effectivement de mes recherches, enfin, de mon intérêt pour le Moyen-Âge, et que tout à coup je voyais
exister en fait des figures gestuelles, des formes de performance à travers ce livre-là. Et surtout, j'apprenais qu'il y avait effectivement cette société dans laquelle tout à coup le geste pouvait faire sens à des endroits où pour nous il ne faisait plus sens. Et je pense que ça a été vraiment l'élément perturbateur de me dire qu'effectivement il y a des choses qui sont presque insensibles, qui ne sont pas évidentes dans l'histoire et qui sont nécessaires en fait de comprendre pour pouvoir, en tout cas qui attirait fortement ma curiosité. Le risque, tu en parles régulièrement, ça peut être aussi l'anachronisme. Alors on peut parler de l'anachronisme qui est la terreur des historiens, et une terreur peut-être légitime. Il y avait une chose que je voulais dire là-dessus, parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler, sur lequel j'ai eu beaucoup à répondre ces dernières années, depuis que j'ai commencé à parler de questions trans pour le Moyen-Âge. Effectivement, la première chose, effectivement, c'est l'anachronisme. Et alors, j'ai deux choses à dire là-dessus. Le premier, c'est que, là, en l'occurrence, j'ai trouvé le texte dans lequel il y a le terme latin qui est genus transivuit, donc vraiment le transire et le mot genus à côté. Donc, c'est vraiment le mot du coup transgenre qui correspond le mieux à une traduction du mot latin. Donc après, une fois qu'on a trouvé des mots, on ne peut pas non plus faire tout un truc à partir des mots, mais pour le coup, là, alors que disons, voilà, pour les recherches que j'ai faites pendant longtemps, les historiens ont parlé de travestissement. Et là, ils faisaient un vrai anachronisme parce que le mot n'existe pas, le concept en soi n'existe pas en fait à cette époque-là. Mais en fait, on parlait pas trop d'anachronisme à cette époque-là. Donc là, au moins, j'ai trouvé le bon mot. Mais plus généralement, et c'est peut-être ça qui est le plus important, ce qui me semble intéressant, c'est effectivement de se poser la question de l'anachronisme, mais partout, en fait, et tout le temps, de savoir quelles sont les fausses évidentes, en fait, dont on pense qu'elles n'existaient pas dans le passé, alors que parfois, il faut aller chercher pour essayer de comprendre ce qui pouvait exister dans le passé. Donc là, je reprends ce livre que j'aime tellement de Jean-Claude Schmitt, quand il explique que tout à coup, effectivement, il y a ce petit geste de la main qui a été fait et qui a créé un incident diplomatique, et que c'était beaucoup plus important que tous les contrats écrits qui avaient été écrits dans telle ou telle scène de rencontre. On se rend compte que c'est peut-être là où on a un risque d'anachronisme, nous, c'est de penser que certaines choses ont de l'importance, alors que pour des gens à cette époque-là, c'est d'autres choses qui avaient plus d'importance. Et donc, ce qui est intéressant en allant chercher à l'endroit où on a l'impression de voir des anachronismes, c'est justement de se poser véritablement la question de quelles sont les continuités et quelles sont les discontinuités, de faire apparaître mieux, en fait, les discontinuités et un comparatisme pour faire des différences. J'ai envie de dire que heureusement qu'on interroge le passé à partir de notre temps présent, parce que sinon on en serait encore à l'historien payé par le roi pour faire sa chronique, et puis à l'histoire des batailles et des grands, etc. Donc les révolutions qui ont eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle, vraiment en Allemagne, en Angleterre, en France, ce qu'on a appelé la nouvelle histoire, est très important parce qu'au fond, ça contredit l'ensemble du processus historique. Parce que, par exemple, une source, elle existe parce que la personne est grande, parce que l'événement est grand. Et paradoxalement, quand une petite personne laisse une trace, c'est parce qu'elle a fait une connerie. C'est parce qu'elle va se retrouver dans les archives criminelles. Ou c'est qu'on a voulu condamner ou annuler sa pensée. Donc, en quelque sorte, à l'échelle des sources, c'est un souci. Et puis, comment on fait récit des choses ordinaires, puisque le récit fonde quand même la narration sur la rupture avec l'ordinaire. Si c'est rien passé dans votre journée, vous n'aurez rien à raconter. Ou alors, donc, on refait des personnages avec l'ordinaire, la routine. Ça redevient des personnages. Donc c'est très... Et pour les thèmes, ma foi, heureusement qu'on retraverse l'ensemble du passé à travers des nouveaux thèmes. On évoquait les gestes. Il se trouve que les gestes sont vraiment un problème central pour la société médiévale et même tardo-antique. Mais quand on s'intéresse, je ne sais pas... soudainement aux vêtements comme je l'ai fait, eh bien on pose des questions alors que les contemporains,
que les gens du Moyen-Âge ont effectivement posées, mais pas de la même façon. Les questions de genre, le rapport à la mort, le rapport à la consommation, au prestige, etc. Il y a quand même un degré... Alors on trouve des penseurs, alors c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire que parfois il y a un tel génie, même avec des gens qui ne sont pas tellement recommandables comme Saint-Augustin, mais on développe une pensée tellement soufflante par moment qu'on se dit là on est avec eux, on ne peut pas penser mieux la résurrection ou l'incarnation que de dire que c'est un vêtement que l'humanité a été revêtue par le Christ, et donc le Christ a donné sa forme à l'humanité. Donc on ne peut pas séparer épistémologiquement le fait qu'on ferait une histoire contemporaine ou moderne du vêtement, par exemple, avec des archives de manière extrêmement rigoureuse, et puis de renvoyer comme ça l'ensemble du passé à une forme d'approximation intellectuelle. Franchement, quand on met la sémiologie, d'ailleurs qui passe par des exemples vestimentaires de Saint-Augustin avec Roland Barthes, eh bien, à mon avis, ils ont un dialogue à faire. Voilà, je voulais passer du côté d'histoire des idées où cette confrontation se joue aussi de manière un peu complexe. Je peux dire juste peut-être un mot pour compléter. Je donne un exemple, tu vois, qui vient du travail de Gilles. Moi, n'étant pas du tout spécialiste du vêtement, mais donc, par exemple, il y a beaucoup de spécialistes du vêtement au Moyen-Âge parce que c'est hyper sophistiqué, c'est hyper compliqué. Il y a des tas de matériaux, il y a des tas de choses, il y a des tas de sources là-dessus. Mais le travail de Gilles, par exemple, a consisté, il me semble, en tout cas l'apport que ça a été pour moi, de sortir un peu de cette histoire très événementielle du vêtement. Qu'est-ce qu'on porte, combien de couches, de quelle couleur, de tout ça, et en montrant que depuis assez longtemps, en fait, il y avait plein de gens qui ne s'étaient pas vraiment posé la question de si on portait autant de vêtements et tout ça, qu'est-ce que ça voulait dire aussi ? Qu'est-ce que ça voulait dire dans cette société plus profondément que cette espèce d'amour et d'attention incroyable pour le vêtement ? Donc, c'est le petit âge glaciaire, hein, c'est la réponse en général. Et moi, j'aurais une question peut-être pour commencer à conclure ces échanges. C'est cette porosité là, des pratiques que vous menez avec à la fois rigueur et inventivité. Elle vous paraît plus courante maintenant qu'il y a quelques années. Imaginait-on Jean-Claude Schmitt dialoguant avec des artistes contemporains ou est-elle quelque chose de plus habituel, puisque l'un et l'autre, vous avez d'ailleurs des activités d'enseignement très intenses et de recherche. Oui. J'ai un exemple comme ça qui me vient en tête, parce que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, mais pour dire que... en fait, il y a eu... Jean-Claude Schmitt s'est beaucoup engagé, et ce n'est pas du tout des choses pour lesquelles il est très connu, mais dans les années 80, au moment de l'épidémie du sida, il y avait vraiment un véritable enjeu à parler de l'histoire de l'homosexualité. Et voilà, Jean-Claude Schmitt était quelqu'un qui n'était pas du tout spécialiste de ces questions-là. Mais en fait, c'est lui qui s'est battu et qui a écrit un article dans une revue scientifique pour défendre la traduction du premier livre qui était sorti, en fait, qui faisait l'histoire de l'homosexualité médiévale. Et dans cet article-là, qui est vraiment publié dans une revue d'histoire uniquement scientifique, il explique effectivement, très précisément, que là, l'histoire, elle a du sens, parce qu'il y a un discours d'homophobie qui se développe, qui est mortel et mortifère, puisqu'il est lié à une maladie, et que donc là, c'est le moment, en fait, de publier un livre sur l'histoire de l'homosexualité. Donc, dire que déjà dans les années 80, il y avait, chez des historiens qui faisaient pas de l'histoire particulièrement liée avec le contexte politique, en tout cas, une sensibilité très forte avec le fait que publier des livres d'histoire du Moyen-Âge, des fois, ça a un sens aussi pour les débats politiques, même des décisions politiques qui pouvaient se passer à cette époque-là. Oui, je pense de manière générale, il y a un tropisme pour les écritures alternatives dans toutes les sciences sociales. Alors ça ne veut pas dire, pour mon petit cas, que j'ai voulu traduire des idées en roman, parce que c'est vraiment une activité tout à fait parallèle, mais ça peut donner ce sentiment-là. Mais donc, il y a un séminaire à l'école des études en sciences sociales qui s'appelle Raconter autrement les sciences, et il est là depuis quelques années, très dynamique, et je crois qu'en effet on essaie de trouver des alternatives, mais qui
peuvent aussi être des alternatives non écrites, c'est-à-dire des historiens se disent quel est le mode de restitution le plus malin ou celui qui me donnerait le plus de joie, parce que finalement c'est ça aussi. Eh bien parfois c'est l'exposition, parfois c'est disons la mise en relation avec des praticiens, avec des professionnels, des retours d'expérience différentes. Donc c'est vraiment des modalités. C'est évidemment le cinéma. On peut aujourd'hui faire une thèse, non pas de cinéma, mais une thèse cinématographique. C'est des choses qui se sont jouées moins avec nous qu'avec en gros les gens qui sont, comme on dit académiquement, nos maîtres ou nos mentors. Et donc de la génération, en effet, puisqu'il se trouve que nous parlons beaucoup de Jean-Claude Schmitt, et ça s'est beaucoup joué autour des années 90. Et du côté des arts visuels, cette tendance à des formes d'enquête ou Il y a un énorme dossier que certains connaissent ou pas sur de quand date l'artiste-chercheur, ou est-ce que ce serait un truc d'actualité, que cette effervescence qui est tout à fait réelle aujourd'hui autour de ces artistes qui font des enquêtes, qui dialoguent avec les sciences sociales et tout ça. Donc vous aurez compris que moi j'ai tendance, quand il y a une nouveauté, à me méfier un petit peu et à aller regarder dans l'histoire pour voir si c'est si nouveau que cela, cette histoire de l'artiste-chercheur. Et j'ai l'impression que ce qui fait différence aujourd'hui, ou ce qui apparaît, ou ce qui semble visible là-dedans, c'est des questions politiques et financières. C'est qu'il y a des moyens qui sont mis pour favoriser ce type de choses. Donc ça apparaît, puisqu'effectivement on donne des bourses aux gens pour faire cela, et c'est très bien. Ça ne veut pas du tout dire effectivement que c'est arrivé la semaine dernière. Donc il y a plusieurs couches historiques qu'on peut mettre là-dedans. Il y en a une qui a été très bien montrée par une historienne de l'art qui s'appelle Sandra Delacour, qui a fait vraiment l'émergence de l'artiste-chercheur dans les années 50 aux États-Unis, avec véritablement cette pratique cette injonction même qui s'appelait Go to College, où on disait à tous les artistes d'aller à l'université, et où il y a toute une génération d'artistes qui sont vraiment allés à l'université, qui ont parfois suivi des cours d'art médiéval, puisqu'à l'époque où tous ces artistes qui étaient Donald Judd, qui étaient des gens comme ça, sont allés à l'université, ils allaient notamment à Columbia. Il y avait Meyer Shapiro, qui était le meilleur prof d'art roman, et donc ils ont tous été regarder de l'art roman. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais si on regarde sur la plus longue durée, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir à quel moment on a cessé de croire que les artistes étaient des chercheurs. Et c'est plutôt cette histoire-là, en fait, qui est intéressante, parce que pour les périodes anciennes, et je pense que pour Gilles et pour ceux qui connaissent les périodes anciennes, ça paraît évident, effectivement, que les artistes... Il n'y avait pas de compartimentage comme ça au Moyen-Âge, au XVe, XVIe siècle, entre faire de la recherche historique, faire de la recherche sur l'art et puis pratiquer l'art. C'est plutôt qu'il y a un moment, au contraire, où on a séparé les deux, où d'un côté on fabriquait de l'art et de l'autre on étudiait cet art. Et donc, je n'ai pas fait l'enquête, mais il me semble que c'est peut-être ça qui est plus intéressant, de savoir quand est-ce qu'on a arrêté de croire que les artistes étaient des chercheurs pour pouvoir mieux le redécouvrir plus tard. Mais je pense à un exemple comme ça, c'est John Ruskin. Il était peintre et historien de l'art. Et il y en avait beaucoup jusqu'à cette période-là. Donc il me semble que c'est plutôt ce qu'on appelle cette espèce de génération d'artistes modernes. Et c'est peut-être en fait une très courte période du début du XXe siècle où on a un petit peu séparé les théoriciens de l'art des artistes. Et donc que ça n'a pas duré très longtemps, donc c'est normal que maintenant les deux pratiques se rejoignent davantage. Et maintenant, peut-être avec François Aubard, à laquelle je vais céder ma place, nous allons parler justement de ce qui se passe à l'heure actuelle dans les écoles d'art, puisque tu as fait avec Thomas Golsen ce livre qui vient de paraître. Merci pour cette formule, parce que je crois que c'est effectivement à ça qu'on est arrivé, et que l'écriture de ce livre a été assez étrange aussi, parce que je me dis qu'elle s'est... pour la petite histoire, je me souviens, et je voulais remercier aussi François pendant qu'il est là, parce que François m'a invité à faire une des premières conférences qui a été en fait le point de départ de l'architecture de ce livre-là, les genres fluides, et donc il m'avait rappelé en me disant cette conférence que tu avais fait, on pourrait en faire un livre.
Et je dis, le livre, je l'ai déjà écrit, et donc normalement, il va déjà sortir. Mais j'ai immédiatement saisi la perche en disant, mais je peux en écrire un autre. et donc, je pense qu'on a promis d'écrire ce livre avec une forme d'inconfort et d'incertitude, en se disant, on a l'impression qu'on a trouvé un sujet, mais on n'est pas tout à fait encore à l'aise dans ce sujet-là. Parce qu'effectivement, en ayant un peu une formation académique en histoire médiévale, et là, se plonger dans le monde d'étudiants qui... j'ai découvert aussi un monde dans lequel on va pas boire des bières après les cours, mais on va jeter des sorts, dans un monde aussi où les gens... font une commune, ils se réunissent pour faire une commune ou pour jurer une commune, et dans lequel le Moyen-Âge est hyper vivant, et j'ai toujours été tiraillée effectivement dans ces discussions-là, où l'impression donc oui, c'est pas ça, mais en fait c'est quand même intéressant ce que vous racontez, et donc je voudrais essayer de faire quelque chose avec ce que vous racontez, en essayant de trouver la position juste dans le livre, en essayant de donner des informations historiques, en disant que il y a des choses qui sont des petites inexactitudes ou des choses qui ne sont pas essentielles pour le propos, et donc que j'ai envie de donner des arguments pour pouvoir les corriger, mais tout en essayant de voir la justesse qu'il y a effectivement dans la construction de ce monde-là. Et donc, c'est aussi dans cette sorte d'inconfort qu'on a écrit assez rapidement ce livre-là, avec l'idée de faire une sorte de première étape de travail qui était complètement décentré, qui voulait être à cet endroit-là, où on nous parlait de choses sur lesquelles moi j'avais d'autres informations, mais où je ne voulais pas perturber la discussion par les informations que moi-même, en fait, j'avais sur ce sujet-là. Et c'est un peu ça, l'expérience et le produit de ce livre. Oui, là, on se retrouve aussi parce que ça fait, je crois que mon premier article, parce que j'ai fait des études de cinéma, mon premier article, c'était sur les stratégies de représentation des cinéastes, donc des stratégies de représentation du passé, et où, un texte qui est paru en 99, et où il était évident que la question n'était pas du tout la reconstitution, mais au contraire la réalisation. Et donc des cinéastes comme, par exemple, Rossellini allait placer la caméra dans l'espace filmique. Évidemment, il y a un anachronisme, il n'y a pas de caméra au Moyen-Âge quand il filmait les moines, Saint-François en particulier. Pasolini faisait une sorte de syncrétisme avec toutes les références mondiales pour essayer de mettre en scène Mathieu ou Médée au bord de la légende, ou même Dreyer. Un certain nombre de stratégies étaient mises en place, et on voyait très très bien que moi j'avais une difficulté à poser le problème en tant qu'historien, qui évidemment travaille toujours de manière spéculaire. Il y a d'une part la réalité historique, dont il serait le garant, socialement il en est le garant, contre les usages, les instrumentalisations, et puis après des versions, si on pense au Moyen-Âge, des versions abâtardies, superflues, etc. Et cette dualité, évidemment, s'écroule, parce que l'histoire elle-même est... l'histoire n'existe pas, il y a de l'historiographie, donc il y a un récit du passé qui est en permanence renouvelé. Donc on ne peut pas mettre en parallèle comme des miroirs qui s'opposent à la fois les travaux des historiens et puis la foire médiévale, la publicité qui va reprendre toute la légende d'un monastère, ou encore un certain nombre de toutes les reconstitutions, tous les jeux de rôle, enfin toute la littérature même du roman historique. Et donc du coup, il m'est apparu nécessaire de dire, bon, voilà, il y a du passé sans histoire, ou en tout cas le passé sans l'histoire. Comment on pourrait formuler, avec la nécessité de distinguer évidemment passé et histoire, comme on l'avait fait entre histoire et mémoire, pour distinguer deux modes radicalement différents du rapport au passé. Donc on a ce passé au second degré, qui est en fait la modalité de présence la plus évidente du passé. Moi, j'ai travaillé sur le Moyen-Âge et le médiévalisme. D'ailleurs, j'ai ces petits éléments en tête parce qu'il faut que je finisse des notices pour le dictionnaire du médiévalisme, qui est, je le dis parce que qui est pris en charge par des littéraires, et par conséquent, quand il y a une quinzaine d'années, c'est les littéraires qui m'ont sollicité. Je me suis rendu compte que eux, ils avaient déjà compris la situation, ils n'étaient pas embêtés
par cet ethos historien, vraiment avec la question justement de l'anachronisme. Dans les années 90, vous aviez encore des historiens qui venaient, alors c'est une sorte de stéréotype, mais qui venaient avec une BD en disant ben voilà, moi je vais vous montrer la liste des choses, des erreurs historiques. Il n'y a pas d'erreur historique, compte tenu du fait qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une intention historienne de la part du créateur. Et c'était en permanence des choses comme ça. Et les littéraires, à mon avis, avaient un pied d'avance en disant voilà, il y a des reprises des œuvres médiévales, que le passé, en fait, eh bien, c'est une catégorie esthétique. C'est un pourvoyeur de récits, et ce n'est pas simplement une nécessité de faire de l'histoire. Donc on se rejoint, évidemment, et je sais d'ailleurs que là, je vois de William Morris, et je sais que j'utilise cette citation où il dit « J'aime l'art, j'aime le passé, mais j'aime encore mieux le passé qui est vivant ». Or, Maurice est quand même avec Augustin Thierry, avec Hugo, avec un certain nombre, ou même Chateaubriand, des gens qui finalement, entre médiévalisme et historiographie, il y a très très peu de différence. Et Maurice, il est exactement dans cette période-là, il est leur contemporain. Il avait déjà compris beaucoup de choses. Merci beaucoup Clovis, Maillet, Gilles Barthelin. Nous trouverons les livres de nos invités et puis le premier livre des éditions Même pas l'hiver à la librairie de la Fondation Pernod Ricard. Merci beaucoup de votre présence.